Donc après la redistribution et la réforme agraire, le troisième point de confrontation politique va être la nationalisation, et notamment la nationalisation du cuivre. En fait, les premières nationalisations importantes sont celles des banques. Elles ont lieu quasiment dès l'accession au pouvoir d'Allende, en fait en décembre 1970. 16 banques commerciales privées, chiliennes ou étrangères, passent dans le secteur public. À la fin de l'année 70, l'État contrôle 90% du crédit. Parallèlement, 70 entreprises industrielles sont expropriées, réquisitionnées ou placées sous ce qu'on appelle le régime de l'intervention, c'est-à-dire un régime où l'État n'est pas propriétaire, mais où il a un pouvoir décisif de gestion de l'entreprise. Mais la nationalisation la plus emblématique, évidemment, c'est celle du cuivre, car elle symbolise, en fait, au-delà de l'aspect proprement économique, elle symbolise la récupération par le Chili de ses ressources naturelles, ce qui est une aspiration partagée au-delà de la gauche. D'autant plus que ces mines de cuivre sont en fait aux mains de multinationales américaines. Donc le processus va se dérouler en 3 étapes. La première étape, le 6 juillet 1971, la commercialisation des exportations de cuivre est nationalisée, c'est-à-dire que l'État chilien prend le contrôle en fait du commerce extérieur du cuivre. La deuxième étape, quelques jours après, c'est le 11 juillet 1971, le Parlement décide la nationalisation des grandes mines de cuivre. C'est intéressant de noter que c'est un vote unanime du Parlement, ce qui indique que la récupération des ressources naturelles du Chili est une des rares causes nationales dépassant peu ou prou les clivages politiques. Mais évidemment, c'est la troisième phase de ce processus de nationalisation qui sera la plus spectaculaire. C'est celle qui touche aux indemnisations. Alors, l'unité populaire ne prône pas des nationalisations sans indemnité ni rachat. Pour autant, dans ce cas, le gouvernement va exhumer d'anciennes dispositions légales qui permettent d'exiger des multinationales le remboursement de ce qu'ils appellent les bénéfices excessifs. Donc une commission est construite, se réunit, et qui va donc chercher à évaluer à la fois la valeur des entreprises nationalisées donnant droit à indemnisation, ça c'est le premier volet, et le deuxième volet c'est quels sont les montants des bénéfices excessifs qu'il faut prendre en compte et qui vont être déduits de la valeur de l'entreprise. Pour faire bonne mesure, la commission va quand même remonter à 1955 pour déterminer ces bénéfices excessifs. Et le résultat, c'est que le 28 septembre 1971, la commission rend son verdict. Et non seulement ce n'est pas l'État chilien qui doit de l'argent aux multinationales étrangères, américaines en fait, mais ce sont selon les calculs de la commission, ce sont les multinationales américaines qui non seulement sont nationalisées, mais doivent 775 millions de dollars à l'État chilien. Bon, cette décision va évidemment être considérée comme une provocation insupportable pour les États-Unis. À ce stade, donc après la nationalisation du cuivre, l'État contrôle 85% des exportations et 45% des importations. Pour le gouvernement, en tout cas son axe majoritaire, Allende, Parti communiste, en fait le programme de nationalisation est achevé et l'APS, l'ère de propriété sociale, ce qui est la dénomination chilienne du secteur nationalisé, est définie et bornée. Comme on le verra, le fait que le processus de nationalisation soit achevé n'est pas l'avis de nombreux travailleurs des entreprises privées, et ce n'est pas non plus l'avis du Parti socialiste, qui, sur ce thème, les nationalisations, se livre à une critique de gauche du gouvernement. Au fur et à mesure de la confrontation sociale, notamment lorsque les patrons vont s'engager activement dans le sabotage de l'économie, des collectifs de travailleurs occuperont leurs entreprises pour revendiquer le rattachement de leur entreprise à l'ère de propriété sociale au secteur nationalisé. Donc on vient de voir le contrôle des prix et l'approvisionnement, la réforme agraire, l'extension du secteur nationalisé constituent des réformes sociales importantes. Mais surtout, elles ont été porteuses d'une forte dynamique de mobilisation populaire qui va au-delà des projets gouvernementaux. Le processus, ce qu'on vient de voir, est en fait le suivant. Le gouvernement prend des décisions de mise en œuvre des réformes. Il crée ou impulse la création de structures étatiques ou para-étatiques qui sont destinées à conduire et à accompagner les réformes. Il est confronté, et le mouvement populaire avec lui, à la résistance et au sabotage de la bourgeoisie et de la droite. Alors, en réaction aux attaques du patronat et de la droite, pour défendre les réformes, le mouvement populaire investit les structures de pilotage des réformes. Ce qui en change un peu la nature et la fonction. Ce ne sont plus seulement des instances para-étatiques auxquelles les pouvoirs publics associent plus ou moins les principaux intéressés.
ça devient des lieux de mobilisation et qui, en retour, ont des exigences par rapport au gouvernement. Donc on a vu ère de propriété sociale, réforme agraire, problème des prix et de l'approvisionnement, ce sont les premiers terrains de confrontation. Mais à l'issue des élections municipales de 1971, la confrontation entre la droite d'une part et d'autre part le mouvement populaire et l'unité populaire prendra un tour beaucoup plus dramatique. C'est ce que nous verrons dans le 5e volet.